Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser au thème astral de Julius Evola, mais avant de commencer, je souhaiterais quand même faire quelques précisions. Je ne suis pas expert de la pensée de Julius Evola, j'ai lu plusieurs de ses livres, certains il y a pas mal d'années maintenant, mais ce podcast n'a absolument pas la prétention de présenter ses idées de façon exhaustive, d'autant plus qu'il a écrit sur des sujets très variés, parfois complexes, qu'il a eu des remises en question et qu'il a donc changé de point de vue au cours de sa vie. Nous allons simplement dégager des thèmes de son œuvre et voir si l'on peut trouver des correspondances avec sa carte natale. Je ne suis pas non plus biographe d'Evola, les éléments biographiques présentés ne servent qu'à donner une vue d'ensemble et un support, une matière d'étude, pour l'astrologie. D'ailleurs, concernant l'astrologie, cela ne sera pas une analyse complète de thèmes. Est-ce même possible de faire une analyse complète ? C'est un autre débat. Nous allons nous focaliser sur certains points, mais vous verrez que l'on va quand même toucher à beaucoup d'aspects de son thème. Je vais essayer d'être un minimum didactique pour que des gens qui s'intéressent au personnage, mais qui n'y connaissent rien en astrologie, ou des gens qui débutent, puissent suivre l'analyse. Cela dit, cela ne sera pas à proprement parler un cours d'astrologie, et je ne reviendrai pas sur toutes les notions. Pour ceux qui écoutent, ou plutôt regardent sur YouTube, il y aura à l'image son thème natal, mais également par exemple certains transits spécifiques. Et comme j'ai dans l'idée que le format soit plus orienté audio que vidéo, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez suivre, même sans regarder votre écran. Enfin, dernier point, pourquoi faire cette analyse de thème ? Eh bien, c'est une façon comme une autre de lancer ma chaîne ou ce podcast qui sera dédié à l'astrologie, mais pas uniquement, sauf qu'au lieu de commencer par la théorie, nous allons directement aborder la pratique. Et donc c'est aussi une façon de voir comment peuvent se manifester certains placements astrologiques dans le concret d'une vie. Maintenant que ces précisions ont été faites, commençons par une présentation générale de l'intéressé. Giulio Cesare Andrea Evola, qui adoptera le nom de Julius comme hommage à la Rome antique, est né le 19 mai 1898 à Rome, dans une famille de la petite noblesse sicilienne, et est mort le 11 juin 1974 à Rome également, à l'âge donc de 76 ans. Et rien qu'avec cette première information qui pourrait paraître anodine, concernant l'origine aristocratique de sa famille, on peut déjà faire un lien avec son thème natal, puisque que voit-on dans son thème ? Saturne et Uranus en maison 4, en Sagittaire. Or, une des choses que peut représenter Saturne en maison 4, c'est le poids du passé, le poids de ce qui nous est légué, par notre famille ou notre tradition. Et Uranus en maison 4 peut indiquer, entre autres choses, la nécessité, le besoin de se libérer du carcan familial ou l'envie de le réformer. Bien sûr, ces positions peuvent avoir d'autres interprétations et manifestations possibles. Mais de toute façon, je m'avance de trop, nous y reviendrons plus tard. Donc, Julius Evola fut écrivain essayiste, philosophe, métaphysicien, ésotériste, peintre, poète, et il y a sûrement encore d'autres étiquettes qu'on pourrait lui associer. On verra qu'il a touché à beaucoup de domaines différents, mais qu'il les abordait, ou plutôt qu'il les réunissait sous une même bannière. Et cette bannière, c'est celle de la transcendance. Il avait cette quête permanente de la transcendance, peu importe le médium qui était utilisé pour l'atteindre. Et surtout, cette recherche se faisait sans compromis, envers et contre tout et tous. Il était profondément anti-égalitariste, anti-populiste, antidémocratique. Il rejetait la bourgeoisie, les mythes de la modernité et du progrès. Fervent défenseur de ce que certains qualifieraient de traditionnalisme radical. Mais la tradition dont il est question ici est la tradition avec un grand T, parfois appelée tradition primordiale. Cette idée de tradition primordiale a été en quelque sorte rappelée à nos esprits modernes par le travail de René Guénon, qui a d'ailleurs en partie inspiré Evola. Il s'agit du tronc commun ou de la sève de toutes les traditions. C'est l'unité spirituelle des différentes religions
quel que soit leur lieu ou date d'apparition. Cette pensée pérennialiste, cette grille de lecture du monde et de l'histoire comporte un certain nombre de grandes différences avec la pensée moderne. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, ce n'est pas le sujet de cet audio. Par contre, je vais en donner 2 exemples, puisqu'ils pourront nous servir à mieux cerner le personnage de Julius Evola. Le premier, c'est la vision traditionnelle du temps, où il n'est plus considéré comme étant linéaire, mais cyclique. À partir d'un âge d'or, l'humanité chute et passe par une succession d'étapes ou d'âges, une succession de phases dans le cycle, au cours desquelles elle est en involution, et non évolution, jusqu'à retourner à un âge d'or une fois le cycle en question achevé. Selon l'interprétation d'Evola de la doctrine des cycles hindous, on se trouverait actuellement dans le Kali Yuga, autrement dit l'équivalent de l'âge de fer, c'est-à-dire la fin du cycle. Or, il y a des cycles dans les cycles, comme si on pouvait retrouver en quelque sorte des mini-âges d'or à certains moments de l'histoire. Et justement, pendant une période de sa vie, Evola a tenté par l'intermédiaire de ses travaux d'inspirer une rectification ou la mise en place d'une société traditionnelle. Le deuxième exemple est celui de la différenciation des êtres en fonction de ce que, encore une fois dans l'hindouisme, on nomme le varna, qui peut se traduire par couleur, c'est-à-dire en fonction de leur nature ou de leur qualité d'être. Cette différenciation trouve son application dans le système de castes qui, en gros, va diviser la société en 3 castes principales, à savoir les brahmanes, les kshatriyas et les vaishyas, dont l'équivalent en Occident dans ce qu'on appelle les fonctions tripartites serait les prêtres, le sacerdoce, ceux qui prient, puis la noblesse, les guerriers, ceux qui combattent, et enfin les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, ceux qui produisent. Et là, on trouve une divergence entre Evola et Guénon. Alors que Guénon considérait la classe sacerdotale comme étant au-dessus du reste, comme étant au sommet de la société traditionnelle, pour Evola, la figure de l'empereur ou du roi, voire du moine soldat, qui réunissait les qualités aussi bien de brahman que de kshatriya, donc de prêtre et de guerrier, était au sommet et donc au-dessus du sacerdoce. Enfin, c'est plus subtil que ça, puisque dans son livre « La doctrine de l'éveil », il dit qu'originellement, d'un point de vue védique du moins, il n'y avait pas de division entre la classe ou caste sacerdotale et guerrière, et que cette séparation est venue plus tard des suites d'une régression. D'ailleurs, il y a quelque chose qui transparaît très clairement dans ces textes, c'est le fait qu'il se sentait lui-même plus d'affinité avec la caste guerrière. Il avait une vision ou un discours qui était beaucoup plus actif que contemplatif, beaucoup plus solaire que Guénon. Et ce petit aparté n'est pas anodin puisqu'on verra dans quelques instants d'où peut provenir cette différence d'appréciation dans le thème astral. Donc, pour conclure cette brève introduction du personnage, si on associe ce qu'on vient d'évoquer, cet aspect guerrier, avec ce qu'on avait dit précédemment concernant sa quête de transcendance, on pourrait qualifier Julius Evola de guerrier de la transcendance. Regardons maintenant, et enfin, son thème astral. Nous avons donc le thème, la carte astrale pour le 18 mai 1898 à midi à Rome. Alors, petite parenthèse, je précise dès maintenant que j'utilise le système de domification, le système de maison Campanus, ce qui n'est pas courant, mais je ferai de toute façon d'autres émissions pour expliquer le pourquoi de ce choix, parenthèse fermée. Donc, ce thème il nous pose déjà un premier problème, à savoir que l'ascendant est à 2 degrés de la Vierge. En général, avoir un ascendant au tout début d'un signe ou à la toute fin, c'est quelque chose qui a tendance à mettre mal à l'aise les astrologues, puisque cela signifie que potentiellement, à quelques minutes près, l'ascendant peut changer. Or, les heures de naissance enregistrées, même encore actuellement, sont souvent arrondies. Ici, dans ce cas, l'heure indiquée est midi pile, donc il est possible qu'en fait la naissance ait lieu quelques minutes avant ou après, et si Evola était né 13-14 minutes plus tôt, il ne serait plus ascendant Vierge mais Lion.
D'ailleurs, il y a quelque chose dans la physionomie d'Evola, dans son apparence, qui pourrait faire penser à un ascendant lion. Bref, changer d'ascendant, c'est potentiellement changer beaucoup de choses dans un thème. Cela dit, dans le cas présent, pour ce qui va nous intéresser, cela ne ferait pas une différence disproportionnée, mais par contre, cela mettrait encore plus d'emphase sur la position du Soleil, vu que celui-ci serait alors le maître de l'ascendant. Dans tous les cas, nous allons mettre ça de côté, et on va quand même s'en tenir à l'heure donnée et considérer que ce thème est le bon, et donc qu'il est bien ascendant Vierge. Certaines des caractéristiques les plus communément associées à l'ascendant Vierge vont être par exemple une manière de se comporter, d'aborder sa vie plutôt analytique et méthodique, c'est-à-dire des gens qui vont remarquer et s'attacher aux détails. Vu qu'on parle de l'ascendant, il s'agit également du corps physique, donc cela peut donner des personnes qui vont faire très attention à leur corps d'un point de vue de la santé, mais également d'un point de vue de son apparence. Et cela dans un sens différent de celui du lion par exemple. Donc pas tellement pour se faire remarquer et admirer, je caricature un peu, mais plus pour être sûr que l'on est propre sur soi. Il peut y avoir une volonté permanente d'amélioration, d'optimisation. Dans certains cas, poussé à l'extrême, cela peut donner des gens qui pensent mieux savoir, à tort ou à raison, ce dont les autres ont besoin, ou aussi des personnes qui vont être très critiques du travail des autres, ou du moins de ce que font les autres. Il y a aussi une forme d'anxiété associée à la Vierge, qui provient probablement du fait que cela soit un signe mutable et à la fois un signe de terre. Or, on associe plus facilement l'élément terre avec une qualité fixe, dense, peu changeante, comme peut l'être le taureau, et donc cela peut donner des gens qui vont souvent être dans une forme d'insécurité, qui vont se demander où sont les problèmes, comme si la terre pouvait se dérober sous leurs pieds à n'importe quel moment. Et de ce fait vont chercher à solutionner les moindres petits détails qu'ils peuvent percevoir comme dérangeants, quitte parfois à s'y perdre, à perdre de vue la vision globale. Encore une fois, concernant le mode mutable, cette qualité duelle, dans le cas de la Vierge, elle est souvent oubliée. Et pourtant, elle peut amener des ascendants vierges à passer d'une chose à l'autre facilement, trop facilement, ce qui finalement ne va pas les rendre si ordonnés que ce que l'on pourrait imaginer. Dans le cas d'Evola plus spécifiquement, il n'a que très peu parlé de sa vie privée. Par contre, on peut voir la minutie avec laquelle il aborde ses différents centres d'intérêt, en essayant d'aller à la source des choses, de décortiquer un problème pour en comprendre et en exposer les différentes facettes. Ce qui va être encore plus intéressant et nous apporter plus de relief à cet ascendant, ça va être de regarder les éventuels aspects que font des planètes avec celui-ci, mais surtout de regarder la position du maître de l'ascendant et ses aspects également. Il s'agit ici de Mercure qui se trouve en Taureau, en maison 9. Cela nous indique quelqu'un qui va naturellement être intéressé par d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde, par des philosophies ou des religions différentes à celles d'origine. Une personne dont l'esprit va être en permanence occupé par des questionnements métaphysiques, par des questions existentielles. Chose que l'on peut aussi trouver avec un Mercure en maison 12 par exemple. Quelqu'un qui va avoir une facilité à apprendre sur des sujets complexes et à communiquer sur ces sujets. Mercure en maison 9 peut aussi nous indiquer quelqu'un qui va avoir beaucoup de facilité pour les langues, et Evola en est une belle démonstration, puisqu'il parlait italien, allemand, français, anglais, et qu'il connaissait aussi le latin et le grec ancien. Et il semble qu'il avait aussi des notions de sanskrit. Le fait que Mercure soit en Taureau va nous parler de quelqu'un qui peut avoir des idées fixes, quitte parfois à avoir du mal à en changer. Cela peut aussi donner des gens qui vont avoir la capacité de rester concentrés sur des sujets d'étude pendant longtemps. Une fois que la recherche intellectuelle est lancée, il y a une persévérance dedans. Étant donné que c'est un signe de terre, la pensée va aussi avoir un rapport au tangible, au sens, elle va chercher à se connecter à la matière. Ça peut être, par exemple, en cherchant des applications concrètes des connaissances acquises. Remarque en passant, ça peut être un bon placement pour des ingénieurs. D'ailleurs, bien que les écrits d'Evola parlent essentiellement de métaphysique, il en avait une approche concrète, c'est-à-dire qu'il donne des méthodes,
des moyens pour réussir ou du moins tenter d'incarner les principes et les idées dont il parle, pour essayer de vivre dans ce Kali Yuga. Et c'est une approche qui le différencie de Guénon qui, lui, avait Mercure en Sagittaire. Et c'est curieux puisque Mercure était aussi le maître d'ascendant de Guénon, sauf que lui était ascendant Gémeaux. On en reparlera lors de l'analyse de son thème. On notera aussi que Mercure fait un trigone avec son ascendant, donc sa façon de penser était en adéquation avec sa façon d'être au monde, avec sa personnalité si on veut. Cela peut aussi indiquer quelqu'un qui va être franc, qui va dire ce qu'il pense sans difficulté, ça va être naturel pour lui d'exprimer sa pensée. Alors, nous avons parlé de l'ascendant, du maître de l'ascendant, nous reviendrons sur ce Mercure un peu plus tard. Mais en fait, ce qui saute aux yeux en premier dans ce thème, c'est le Soleil. Le Soleil de Julius Evola est à 28 degrés du Taureau, en maison 10, et en conjonction avec le milieu du ciel, qui lui est à 26 degrés du Taureau. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie horaire, ils reconnaîtront ce 26e degré du Taureau, puisque c'est là où se situe l'étoile fixe Algol, ou Caput Algol, qui est considérée comme l'une des plus maléfiques. Une des notions souvent associées à cette étoile, c'est celle de perdre la tête, également celle de la violence. Nous n'allons pas trop nous étendre dessus aujourd'hui, mais c'est intéressant à relever. Donc, Soleil conjonction milieu du ciel, c'est-à-dire que son Soleil culmine dans son thème, et quoi de plus représentatif qu'un Soleil au sommet pour quelqu'un avec une philosophie solaire comme Evola. D'ailleurs, pour faire une dernière comparaison avec Guénon, ce dernier avait son Soleil en maison 6 et sa Lune en maison 1, ce qui nous évoque quelqu'un de plus contemplatif, plus dans la réception que l'affirmation, dont l'ego va être plus facilement soumis et plus dans le service. Revenons à Evola. Soleil maison 10, il va se définir par sa place dans la société, son identité et son rôle social ne doivent former qu'un, d'où sa nécessité d'être vrai et authentique. Et il nous faut bien sûr évoquer les aspects de ce Soleil, notamment une opposition à Chiron, qui est conjoint en fond du ciel, et une opposition à Uranus en maison 4. Dans le cas d'Uranus, c'est une opposition hors signe, mais de quand même 3 degrés d'orbe. Ces oppositions peuvent nous dire que trouver son identité, donc sa place dans la société, va être une source de souffrance, une tension et une douleur qui semblent ne jamais s'arrêter, une quête perpétuelle d'affirmation de soi. Cela peut amener à une instabilité, à un refus de se conformer aux règles ou à la bienséance, un peu l'archétype de l'éternel rebelle. Il va y avoir une impossibilité d'accepter ou de s'arrêter sur une étiquette, vu que dès qu'il va en trouver une, il va sentir le besoin de s'en défaire, comme si c'était une limitation posée sur son être. Par contre, il a un joli trigone de la part de Jupiter, aspect qui a tendance à augmenter la confiance en soi et à favoriser les nouvelles expériences, les voyages ainsi que l'apprentissage. Mais plutôt que de continuer à développer de but en blanc ce placement, je vous propose de nous intéresser à sa biographie, de continuer d'évoquer ce dont on a parlé jusqu'à maintenant bien sûr, mais aussi d'étudier les autres placements de son thème. Comme on l'a déjà mentionné plus tôt, Evola n'a que très peu parlé de sa vie personnelle. C'est dommage car ça aurait été intéressant de connaître son rapport à ses parents pour pouvoir comparer avec son thème. On peut quand même en parler rapidement et essayer d'imaginer ce qu'il en était. Nous avons la Lune, qui peut représenter la mer dans un thème. En Taureau, la Lune est donc en exaltation et donc a priori capable de remplir sa fonction dans de très bonnes conditions. D'autant qu'elle ne fait pas d'aspect négatif ou de tension, mais uniquement un sextile et un trigone au nœud sud et au nœud nord, dont on ne parlera pas ici. Et cette lune est également en maison 9, on peut donc imaginer que sa mère ait été celle qui lui a infusé cet intérêt pour les traditions, les mythes, les philosophies d'ailleurs. Dans certains cas, une lune en maison 9 peut nous parler d'une mère qui a un rapport avec l'étranger, soit par ses origines, soit parce qu'elle doit voyager loin du foyer, ou tout simplement une mère avec un intérêt spécifique
pour d'autres cultures ou d'autres religions. Le soleil, quant à lui, peut bien sûr représenter le père. Comme on l'a déjà évoqué, il est en conjonction avec le milieu du ciel, donc a priori un père avec une forte personnalité, et en opposition avec Chiron et Uranus, ce qui peut évoquer une cassure avec la figure paternelle ou des conflits. La maison 4 peut aussi représenter le père, ou plus généralement le foyer, la vie familiale. Avec Uranus et Saturne dans cette maison, on peut facilement imaginer que l'ambiance à la maison n'était pas des plus faciles à vivre. A priori, une éducation assez dure, représentée par Saturne, ce qui nous est transmis est lourd à porter, ou alors une autorité du père qui est trop forte. Uranus, on l'a déjà évoqué, va nous parler de la nécessité ressentie de se libérer de cette tradition familiale. D'ailleurs, on remarque également que le Soleil et Uranus viennent tous les deux former un carré avec l'ascendant. Nous avons donc un T carré Soleil ascendant Uranus. Possible que la personnalité d'Evola se trouvait en porte-à-faux entre l'image de son père et le besoin de s'en libérer. Quelque chose que l'on peut voir aussi avec Chiron conjoint au fond du ciel et qui vient renforcer ce qu'on a déjà dit, c'est le natif qui se sent comme l'éternel mouton noir de la famille, jamais accepté, toujours mis à l'écart ou déconsidéré par celle-ci. C'est d'autant plus marqué, comme on l'a déjà dit, par l'opposition avec le soleil. Mis à part le fait de ne jamais se sentir adéquat, cette position peut aussi donner des gens qui vont avoir du mal avec ceux qui sont mis à l'écart, avec cette figure de l'anti-héros. Or, une grande partie du travail d'Evola tournait justement autour de la voie héroïque, mais était aussi orientée envers ceux qui s'affranchissaient des normes. Tout ça n'était qu'une grande parenthèse, nous allons revenir sur ce qu'on connaît de sa vie. On sait qu'il s'intéresse très tôt à la philosophie, avec des auteurs comme Oscar Wilde, Otto Winninger ou Nietzsche. D'ailleurs, la lecture de ce dernier aura probablement une influence sur Evola, puisqu'il se rebellera contre son éducation catholique. Ou plutôt, cette lecture va alimenter quelque chose qui était déjà présent, notamment par ce qui se passe dans sa maison 4, comme on l'a dit précédemment. Sa lune, en maison 9, quant à elle, va nous parler du fait qu'il se nourrisse très tôt de la philosophie. La lune représente cet aspect nourricier, et Mercure dans cette maison va d'autant plus faciliter la compréhension et le maniement des concepts. Mais il y a autre chose qu'on peut remarquer, c'est que aussi bien Oscar Wilde qu'Otto Winninger ont écrit sur la femme et le rapport entre les sexes. Or, que voit-on dans le thème d'Evola ? Vénus en conjonction à Neptune en maison 10. Vénus qui, pour un homme, peut représenter la femme, la maîtresse. En conjonction à Neptune, cela peut parler d'une idéalisation de la femme ou la recherche de la transcendance par l'intermédiaire de la femme. Mais Vénus étant aussi simplement nos goûts, ce qu'on aime, il peut y avoir un amour profond pour ce qui touche au transcendant. Et on verra à quel point cela sera aussi un sujet important pour Evola. Concernant sa jeunesse, on sait également qu'il a étudié les mathématiques et qu'il se lance dans des études d'ingénierie, mais ne souhaitant pas être associé à ce qu'il appellera lui-même des titres académiques bourgeois tels que docteur ou ingénieur, il décide d'arrêter ses études et de se lancer dans l'art, notamment la peinture pour laquelle il dira lui-même qu'il avait un talent naturel. Alors pour l'aspect scientifique, ingénieur, on l'avait évoqué, il s'agit clairement de son Mercure en Taureau en maison 9, et pour cette fibre artistique très développée, il y a évidemment la conjonction Vénus-Neptune en maison 10, avec Vénus qui est aussi maître de cette maison. La maison 10 qui correspond à la carrière, au statut social, c'est donc clairement un placement très très fort pour faire de l'art son métier. Et quand il dit qu'il avait un talent naturel pour l'art, on peut d'autant plus le croire que Jupiter, maître de la maison 5, qui est celle de la créativité, est en maison 1 et fait un trigone au soleil, indiquant que ça fait partie intégrante de sa façon d'être au monde. Il y a aussi un transit très intéressant à voir, c'est Saturne qui fait une conjonction avec Vénus et Neptune. Vénus et Neptune ensemble peuvent donner quelque chose de très éthéré, et Saturne, lui, vient
concrétiser cette part artistique, d'autant que c'est en maison 10, cela va donc se manifester dans le domaine de la carrière, du métier. Et on verra comment cette aspiration artistique va changer lorsque quelques années plus tard, Saturne va former un carré avec Vénus et Neptune. Il rejoint dans un premier temps le courant futuriste, c'est un mouvement artistique qui rejette l'héritage esthétique traditionnel et à l'inverse exalte le mouvement, la vitesse, les machines. Il y a une forme de lutte contre le passé et une passion pour la modernité. On peut trouver ça étrange en connaissant l'orientation postérieure d'Evola, mais cela correspond bien avec son Uranus en maison 4, et il est possible que son Saturne ait d'abord été vécu comme un poids avant qu'il en fasse un socle sur lequel s'appuyer comme on le verra plus loin. En 1914, la Première Guerre mondiale commence, Evola part au front comme officier d'artillerie. Alors selon les sources, on trouve soit qu'il part dès le début de la guerre à l'âge de 16 ans, ou plus tard à l'âge de 19 ans. Dans tous les cas, il est occupé par la guerre évidemment, et pendant celle-ci, il continue à lire et à se former intellectuellement. Après la guerre, en 1919, âgé de 21 ans, il adhère au mouvement dadaïste, qui est aussi un mouvement d'avant-garde qui remet en cause toutes les conventions et contraintes idéologiques ou esthétiques. On peut faire une parenthèse encore une fois sur cette conjonction Vénus-Neptune, puisque Neptune a une qualité de dissolution. Neptune dissout les frontières, donc combiné à Vénus, cela peut donner cette envie de ne pas être contraint dans son expression artistique. Et voilà devient une figure de ce mouvement et est reconnu pour ses peintures et poésies. Poésie d'ailleurs qu'il récitait en français, là encore l'avantage d'avoir un Mercure en maison 9. Il va même exposer à Rome, Berlin ou encore Paris. Mais au cours de cette période d'après-guerre, Evola traverse une crise existentielle. Il ne supporte pas la vie civile, il a besoin de transcender le vide du quotidien de l'activité humaine. Il va expérimenter différentes drogues et psychédéliques pour connaître des états modifiés de conscience. Encore une fois, on retrouve cette recherche de transcendance, même si plus tard il sera critique de l'usage de ces substances à cette fin. Alors les substances qui altèrent notre rapport au réel sont en général associées à la maison 12, et si on regarde les transits correspondant à cette période de sa vie, que voit-on ? Neptune qui transite dans sa maison 12 et qui fait un carré à son Mercure natal. Or, Neptune est une force de dissolution, une planète d'illusion ou de transcendance, et Mercure correspond à notre mental, notre façon de penser. Nous avons donc une force dissolutive qui vient s'attaquer à notre psyché, en tension avec notre mental, ce qui correspond tout à fait à un usage de psychédéliques. Et voilà dira d'ailleurs qu'il a failli devenir fou avec ces expériences. En 1921, à l'âge de 23 ans, il décide de se suicider. Sauf qu'il est sauvé par la lecture d'un texte bouddhique qui parle de se défaire de toutes les formes d'identité qui ne sont pas transcendance absolue. Il publiera des années plus tard la doctrine de l'éveil, qu'il considère comme un paiement de sa dette envers la doctrine du Bouddha. Il est intéressant de remarquer qu'Evola se situe dans une année de profection maison 12, ce qui peut nous parler d'une année centrée autour de l'introspection, de l'isolement, de la recherche de ce qui se trouve de l'autre côté du voile, ainsi que d'une fin de cycle. Il réalise également que sa recherche artistique n'était pas que artistique justement, mais le reflet de sa profonde crise existentielle. Ayant dépassé cette crise, son expression extérieure dans le domaine de l'art n'a plus de sens. Il tourne le dos à ses mouvements d'avant-garde, qu'il considère comme un produit commercial de plus, soumis aux besoins du marché, et arrête la peinture et sa pratique artistique en général. Nous avions vu que cette étape artistique avait plus ou moins commencé pour lui lorsque Saturne en transit avait fait une conjonction avec ce Vénus-Neptune natal, et le moment où il décide d'arrêter a lieu lorsque Saturne en transit vient faire un carré à la conjonction Vénus-Neptune. Dans les années qui suivent, entre 1923 et 1926 environ, il s'immerge dans la philosophie et il apprend notamment l'allemand pour pouvoir lire les philosophes allemands.
nouvelle occurrence de ce Mercure et de cette Lune en maison 9. On peut aussi voir la détermination dans l'apprentissage et la persévérance propre à ces deux placements en Taureau, 3 en comptant son Soleil. En 1925, il publie son premier essai qui s'intitule « Essai sur l'idéalisme magique ». Et un an plus tard, en 1926, Evola abandonne ses études philosophiques car ce qu'il recherche est au-delà de la pensée, il souhaite une initiation transcendante. Or, à ce moment de sa vie, il y a 2 transits importants qui vont durer et dont on parlera à nouveau dans quelques instants. Neptune, qui fait un carré à son Soleil, qui vient donc en quelque sorte affaiblir son ego, le rendre plus perméable à d'autres réalités. Et il y a Uranus en transit, faisant une opposition à son Jupiter, ce qui correspond à des changements soudains dans sa philosophie, dans sa conception du monde. En 1927, il fonde le groupe Our, qui est un cercle de recherche composé d'ésotéristes, d'occultistes, dont l'objectif est d'étudier les doctrines ésotériques et initiatiques avec sérieux et rigueur. Ils publieront une revue du même nom, dans laquelle Evola traduit et écrit des textes ésotériques. Une autre signification qui peut être ajoutée à la maison 9, c'est celle de publication. La maison 3, celle de l'écrit à proprement parler, et la maison 9 qui est en face, le fait de publier ses écrits. Et avec les placements qu'il a en maison 9, on voit qu'il va pouvoir réellement faire connaître ses travaux. Il étudie également intensément le tantrisme, attiré par son aspect opératif et par les potentialités d'expériences transcendantes directes. On a déjà parlé de Vénus-Neptune, mais c'est l'occasion de regarder du côté de son Mars. Mars en Bélier en maison 8, placement très puissant également. Mars qui est dans son domicile, en Bélier, donc en toute possession de ses moyens pour s'exprimer et agir, et qui se trouve dans une maison que l'on peut associer à certaines pratiques occultes. Avec l'association des deux, on n'a aucun mal à comprendre pourquoi il pratiquera des formes de magie sexuelle. Mais 1927, c'est surtout l'année de son premier retour de Saturne. Le 30 novembre étant le jour de la conjonction exacte de Saturne en transit avec son Saturne natal, mais évidemment les transits de Saturne se font sentir sur une période bien plus longue. Les retours de Saturne sont normalement des étapes importantes dans la maturation d'un individu. On pourrait même qualifier le premier retour de Saturne de quelqu'un comme son véritable passage à l'âge adulte. Il a lieu aux alentours de 29-30 ans, même si en fonction des rétrogradations cela peut changer et durer plus ou moins longtemps bien sûr. En général, il va y avoir une exacerbation des problématiques engendrées par Saturne dans le thème natal, liées à la maison où il se trouve et les éventuels contacts avec d'autres planètes. On va se retrouver forcé à gérer, à prendre à bras le corps ce qui nous semblait trop lourd à porter et qu'on préférait ignorer. Par contre, pour certaines personnes qui arrivaient à ce stade étaient déjà dans une discipline vis-à-vis de ces problèmes, elles auront une forme de récompense pour le travail accompli. Enfin, récompense n'est peut-être pas le bon terme, plutôt la simple conséquence du travail fourni, puisqu'on est ici face à Saturne et non Jupiter. Mais tout ce processus n'est pas immédiat. Autant les difficultés vont être essentiellement vécues pendant le transit, autant cela peut mettre parfois 1 an ou plus à décanter et la leçon, entre guillemets, à être comprise et intégrée. Dans le cas d'Evola, on va donc retrouver les thèmes de la maison 4, le poids de la famille, de ce qui lui a été transmis par cette aristocratie catholique, et comment il va pouvoir faire avec ce bagage, comment il va en disposer. Sauf que Uranus étant également présent dans cette maison, l'assimilation, le rejet de la tradition va être vécu toujours avec cette dimension uranienne rebelle, innovatrice. On peut dire que son premier retour de Saturne va être pour lui l'occasion de faire le tri dans ce qui lui a été transmis par sa famille et d'enfin assumer sa propre vision de ce que devrait être la société. À quelles règles, représentées par Saturne, elle devrait être soumise, au lieu d'être simplement dans la négation de son héritage familial. Et ce qu'on vient de dire se vérifie d'autant plus que, 1 an plus tard, en 1928, sort son livre Impérialisme païen,
dont on peut supposer qu'il a commencé à l'écrire pendant son retour de Saturne. Impérialisme païen, ce livre est justement une critique violente et acerbe du christianisme et de l'Église catholique, avec une proposition d'alternative qui serait, pour simplifier, une sorte de nouvel empire romain germanique. Alors, plus tard, il reviendra sur ce livre en disant par exemple qu'il était excessivement antichrétien, allant même jusqu'à refuser qu'il soit réédité. Il fera une autre remarque qui est très intéressante, c'est qu'il dit avoir été influencé lors de l'écriture de ce livre par certains courants maçonniques. Or, comme on l'évoquait plus tôt, il y a 2 transits importants qui ont eu lieu pour Evola entre les années 1926 et 1928, plus ou moins. Le premier, c'est Neptune carré à son soleil natal. Cet aspect peut se manifester de plusieurs façons différentes, mais il y a l'idée d'un affaiblissement de l'ego ou de la volonté, voire même un doute sur notre identité. Et comme Neptune peut représenter l'illusion, le mensonge, la duperie, cela peut indiquer que l'on est sujet à des manipulations. Et le deuxième transit important qui a eu lieu pendant cette même période, c'est, comme on l'a dit, Uranus en opposition à son Jupiter natal. Jupiter qui peut représenter nos croyances, notre philosophie, notre conception du monde, mais aussi une notion de liberté, d'aventure, d'expansion. Uranus va donc venir fortement stimuler notre envie de nous libérer de certaines croyances, par exemple. Et cette opposition a été d'autant plus forte que Uranus a rétrogradé au cours de cette période, et qu'il y a donc eu 3 oppositions exactes. Comme Uranus se trouve, dans le cas de ce transit, en maison 7, on peut imaginer que ce sont les personnes avec qui il s'est associé qui sont venues en quelque sorte le pousser au changement. En 1931, sort son livre La tradition hermétique, dont le sous-titre est Les symboles et la doctrine de l'art royal. Et cet art royal, quel est-il ? Eh bien, c'est l'alchimie. C'est un livre qui dévoile, ou plutôt déchiffre, certains mystères ou principes de l'alchimie. Il faut bien l'avouer, c'est dense et complexe. C'est un livre qui s'étudie plus qu'il ne se lit, et ce n'est sûrement pas l'écrit le plus accessible d'Evola. Pour ceux, en revanche, que l'alchimie intéresse réellement, c'est un ouvrage qu'on ne peut que recommander. À cette même époque, Evola commence à faire des ascensions dangereuses en montagne et devient rapidement un alpiniste de haut niveau. D'ailleurs, pendant ces ascensions, il emmène avec lui la Bhagavad Gita et des œuvres de René Guénon. Cet attrait pour l'alpinisme, on peut l'associer à plusieurs de ses placements astrologiques. Dans un premier temps, est-ce que gravir une montagne, ce n'est pas quelque part une façon pour lui de se rapprocher de son identité, de son soleil culminant, conjoint au milieu du ciel ? Ensuite, pour y parvenir, il faut quand même un effort soutenu, et le trigone Saturne-Mars est parfait pour ça. Cela permet de canaliser les ardeurs de Mars, de le discipliner juste ce qu'il faut pour qu'il puisse accomplir sa mission. D'ailleurs, au moment où il commence ses ascensions, il y a Saturne en transit qui vient reformer ce même trigone, donnant ainsi à Mars toute la structure et la concentration nécessaires pour cette activité. Autre point, vu que l'on se situe pendant la période d'avant-guerre, il y a quelque chose que l'on peut évoquer tout de suite, puisque cela va se manifester aussi durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui de toute façon est toujours présent comme sous-texte dans la vie d'Evola. On en a déjà parlé, c'est son rapport aux structures. Plus précisément ici, son rapport aux différents régimes politiques qui commencent à voir le jour. Pour simplifier, sinon cela prendrait trop de temps, il a fini par être mal vu par les tenants de ces différents systèmes. D'un côté, il était trop élitiste, trop antipopuliste pour le fascisme italien, et de l'autre, il était en faveur d'une distinction des êtres en fonction de leur qualité spirituelle. Il a théorisé qu'il y aurait des races de l'esprit qui prévalaient sur le côté physique des individus, ce qui entrait en conflit avec le racisme biologique tel qu'envisagé dans le national-socialisme. Et malgré ses efforts pour insuffler le traditionnalisme dans la société, il n'aura que très peu d'influence. Comme on l'a vu précédemment, cela s'est d'abord manifesté dans le cadre de sa famille, de ses origines, de sa maison 4, mais la société ce n'est qu'in fine l'extension de la cellule familiale, une famille plus vaste. Donc les placements qu'on avait détaillés,
Uranus et Saturne en maison 4, Chiron conjoint en fond du ciel, le Soleil en maison 10 en opposition à Chiron et Uranus, qui nous donne cette touche d'éternel rebelle et de mouton noir, mais également son besoin de s'accorder à des principes plus grands via la Lune et Mercure en maison 9, tout ça fait qu'il sera regardé avec méfiance, considéré par les courants politiques de l'époque comme quelqu'un d'hors cadre qu'il fallait tenir à l'écart. Il ne va jamais trouver sa place. Il ne pouvait pas trouver sa famille, ni la créer. Cela nous permet d'ailleurs de voir la force des planètes ou astéroïdes dans ce cas puisqu'il y a Chiron, qui sont angulaires dans son thème. Des planètes aux angles vont avoir un impact fort sur le natif tout au long de sa vie. Mais tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est aussi l'occasion de parler rapidement de son axe des nœuds lunaires. On a ici un axe Cancer-Capricorne, maison 11, maison 5. Le nœud sud en Cancer et maison 11 va nous parler de quelqu'un avec une tendance naturelle à chercher l'appartenance à un groupe qui va vouloir fédérer les gens autour d'une cause commune. Et cette tendance peut se retrouver frustrée lorsque ce nœud sud se voit activé. Quant au nœud nord, en Capricorne maison 5, il peut être l'indication de quelqu'un qui pourrait tirer profit de rechercher l'excellence dans les arts, de prendre les plaisirs de la vie au sérieux ou de se centrer sur son individualité au lieu de chercher à satisfaire les groupes ou associations auxquels il appartient. Mais la maison 5 peut aussi nous parler d'éventuels enfants. Et voilà, n'a pas eu d'enfants, mais on peut considérer qu'il a eu des enfants spirituels. En 1934, sort son livre « Révolte contre le monde moderne », ouvrage majeur d'Evola, celui que les gens ont tendance à citer quand on parle de lui. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après révolte contre le monde moderne. Le titre renvoie bien sûr au livre de René Guénon, La crise du monde moderne. Ce livre est divisé en deux parties. La première est une exposition sur ce qu'est le monde traditionnel, et la deuxième nous parle de l'avènement du monde moderne et de ses implications. Si on regarde la révolution solaire d'Evola pour cette année-là, il y a un point intéressant, c'est Vénus de la révolution solaire en conjonction avec le Mars natal. Mars étant le maître de la maison 9 des publications, c'est donc a priori un bon augure dans ce domaine pour cette année. Plus tard, en 1943, il sort son livre « La doctrine de l'éveil », que l'on a déjà évoqué. Il s'agit du livre qu'il écrit pour rembourser sa dette envers le bouddhisme qui l'avait empêché de mettre fin à ses jours. Pour écrire ce livre, il va se baser sur ce qu'on appelle le canon Pali, ou aussi le Tipitaka, qui veut dire les trois corbeilles, qui est considéré, même si c'est discuté aujourd'hui, le canon de texte bouddhique le plus ancien. Pour l'information, il a été appelé les trois corbeilles parce que les textes qui étaient écrits sur des feuilles de palmier séchées étaient gardés dans trois corbeilles différentes. Alors ce livre est assez étonnant puisqu'il ne décrit pas du tout le prince Siddhartha, donc Bouddha, tel qu'on l'imagine actuellement. Il nous rappelle qu'à l'origine, c'est un membre de la caste guerrière, qu'il n'était pas du tout aussi magnanime ou universel que ce qu'on peut imaginer. Vous commencez à cerner Evola. Ce qu'il présente est une spiritualité bien plus active ou héroïque que l'image passive que l'on en a. Ce livre explique l'ascèse, la discipline nécessaire pour atteindre un état de transcendance. Et, quelque part, on pourrait faire un parallèle avec la voie sèche décrite dans la tradition hermétique. En 1944, Rome est prise par les Alliés et Julius Evola se réfugie à Vienne, où il travaille pour le compte des services allemands à la traduction de documents maçonniques en vue de la rédaction d'une histoire des sociétés secrètes. Or, Vienne est aussi parfois bombardée. Et que fait un Mars en bélier en maison 8 quand la mort se rapproche ? Eh bien, évidemment, sortir marcher sous les bombes. Evola allait tester son destin en sortant marcher dans la rue comme si de rien n'était lors des bombardements. Il dira ne pas esquiver et même rechercher le danger, quasiment dans le sens d'une silencieuse interrogation du destin. Les Mars en maison 8
peuvent en quelque sorte s'activer face au danger, comme si les situations dangereuses ou l'adrénaline qu'elles provoquent les poussaient à agir, comme si la proximité et l'éventualité de la mort les motivaient. Et lorsqu'il s'agit en plus d'un Mars dans son propre signe du Bélier, il y a cette forte impulsivité qui s'ajoute au tableau. Malheureusement, 1 an plus tard, il est grièvement blessé à la moelle épinière par un bombardement soviétique qui le laissera paralysé à vie des membres inférieurs. Là encore, si on regarde sa révolution solaire pour cette année-là, on voit que Mars vient faire une conjonction avec le Mars natal, mettant l'emphase sur sa maison 8, qui est parfois associée à la mort ou aux accidents, aux opérations chirurgicales aussi parfois. Et comme il s'agit de Mars, cela peut difficilement bien se passer, puisque la planète peut parfois représenter des blessures. Il y avait donc un fort potentiel pour un accident grave. C'était également une année de profection de Maison 12, et si vous vous souvenez, c'était aussi le cas lorsqu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours. La Maison 12 pouvant représenter les hôpitaux, l'isolement et la solitude, comme on l'a déjà dit, et voilà va passer un certain temps à l'hôpital des suites de ses blessures. Et par transit, Uranus est venu faire une opposition au Saturne natal qui est le maître de la Maison 6, la Maison 6 étant celle de la santé ou des problèmes de santé, ce qui indique donc des changements soudains quant à la santé des volants. Après la guerre, il met à profit sa paralysie pour continuer son œuvre. D'après certains témoignages, il a enduré cette épreuve avec stoïcisme et il recevait régulièrement des gens chez lui. Cela vient probablement de ce Mars en maison 8 qui, généralement, offre aux natifs une incroyable résilience face aux traumas et aux difficultés de la vie. En 1949, il sort son livre « Le yoga tantrique », qui est un peu le pendant voix de la main gauche du livre « La doctrine de l'éveil », et qui est clairement une manifestation, là encore, de son Mars en maison 8, qui, comme on l'a déjà dit plus tôt, favorise l'intérêt pour les pratiques occultes, notamment la magie sexuelle. En 1958, il publie La métaphysique du sexe, qui est un livre passionnant, et je vous propose de vous en lire 2 extraits pour avoir une idée de la façon dont perçoit l'amour une personne ayant une conjonction entre Vénus et Neptune. Alors, les 2 extraits sont des traductions personnelles de la version anglaise du livre, mais je pense qu'elles seront suffisamment compréhensibles. Premier extrait. On peut donc conclure que le désir sexuel est un fait complexe dont la physiologie n'en est qu'une partie. L'excitation sexuelle, qui est substantiellement psychique, forme l'élément primaire qui, sous diverses conditions, cause l'excitation physique et met en mouvement tous les phénomènes physiologiques qui accompagnent l'excitation, mais sont souvent absents avant. Uniquement la métaphysique du sexe, pas la psychologie ou la physiologie, peut éclairer ce sujet. On peut déjà percevoir que l'union physique, prise comme seule, est seulement le mécanisme au travers duquel est transmis un processus d'ordre supérieur, qui transcende cette union et la montre comme une part d'un tout. Deuxième extrait. La caractéristique propre de la base métaphysique cachée du véritable amour intense est sa transcendance. Transcendance par rapport à l'être individuel. Transcendance par rapport à ses valeurs, ses normes, ses intérêts ordinaires, ses liens les plus intimes. Et, dans certains cas extrêmes, son bien-être, sa paix, son bonheur et même sa vie physique. L'inconditionnel absolu peut uniquement se trouver au-delà de l'ego enfermé dans les limites de l'empirique, du physique, du pratique, de la morale ou de l'intellect d'une personne. Donc, comme principe, seulement ce qui va au-delà d'une telle vie et d'un tel ego, ce qui crée une crise, provoque une force supérieure et déplace le centre au-delà de lui-même. Cela aussi peut arriver si nécessaire d'une manière problématique, catastrophique ou destructrice. Seulement cela peut, peut-être, ouvrir la voie à une région supérieure. Maintenant, c'est un fait que dans la vie ordinaire, peu de situations autres que celles conditionnées par l'amour et le sexe
cette condition de transcendance est rarement atteinte. Dernier point concernant la Vénus d'Evola, on entend souvent dire en astrologie qu'un placement de Vénus en Gémeaux donne une tendance à être volage ou avoir du mal avec la fidélité. Alors, ce sont des clichés qui ne se retrouvent pas tout le temps. Par contre, cet extrait audio d'Evola n'aide pas à redorer le blason des Vénus en Gémeaux. J'ai toujours tenu à ma liberté absolue. Et puis, au point de vue sexuel, je ne suis pas pour la monogamie. En 1953, donc avant Métaphysique du sexe, sort son livre « Les hommes au milieu des ruines » et en 1961, un autre livre dont l'expression du titre est assez connue, « Chevaucher le tigre ». Les trois livres, Révolte contre le monde moderne, Les hommes au milieu des ruines et Chevaucher le tigre, forment une sorte de triptyque qui pourrait s'assimiler à un manuel de survie dans le Kali Yuga, destiné à ceux qu'Evola appelle les aristocrates de l'âme ou les hommes différenciés. Révolte contre le monde moderne est plus l'exposition de la situation dans laquelle on se trouve, du point de vue traditionnel. Quant aux deux autres, il s'agit de donner des pistes d'action concrètes. Il y a cependant des différences de point de vue entre les hommes entre les ruines et Chevaucher le tigre, une des plus notables étant que dans le premier, il appelle encore à une forme d'action politique dans la société. Alors que dans le second, il considère que ce n'est plus du tout la peine, qu'il faut oublier cette voie, que la dégénérescence est trop avancée. Or, il y a quelque chose d'important au niveau astrologique qui se passe entre ces deux livres, c'est son deuxième retour de Saturne. Là où le premier retour de Saturne l'avait mis sur une voie de tentative de redressement de la société, le deuxième semble plutôt l'avoir fait accepter que cette tendance était vaine. Julius Evola meurt le 11 juin 1974. Il avait demandé à ce que ne soit pas pratiqué le rite catholique, mais que ses cendres soient versées dans une crevasse du Monte Rosa pour qu'il puisse continuer son exercice favori, son ascèse de prédilection, l'alpinisme. Pour résumer très brièvement ce qu'on a vu, le culte héroïque, solaire, l'affirmation forte de soi, la volonté d'être au sommet, Soleil, conjoint au milieu du ciel en maison 10, l'aspect rebelle, mouton noir, l'opposition du Soleil à Chiron et Uranus, s'affranchir et en même temps s'appuyer sur une tradition, Uranus et Saturne en maison 4, l'intérêt pour la philosophie, la métaphysique, les doctrines orientales et la facilité à les transmettre, Lune, Mercure, maison 9, la pratique occulte et le côté tête brûlée, recherche du risque, Mars, Bélier, maison 8, la quête de la transcendance, le côté artiste, le questionnement profond sur ce qu'est l'amour et la sexualité, Vénus, conjonction Neptune, en maison 10. Nous voilà arrivés au bout de cette étude du thème de Julius Evola. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Évidemment, il est toujours possible de faire plus, de rentrer plus en profondeur dans un thème, et il y aurait d'autres techniques astrologiques que l'on aurait pu utiliser. Mais vous l'aurez compris, cela se voulait plutôt généraliste. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un bon voyage dans ce Kali Yuga, ainsi que la force de pouvoir chevaucher le tigre.